Merci encore. I thank you so much. It's quite difficult to speak after you because it was a very astonishing presentation. Moi, je me suis posé la question qu'il y a plusieurs cadres qui apparaissent comme glaucomes, mais ne sont pas des glaucomes. Il y a des fois des cadres qui ne donnent pas l'impression d'être un glaucome, mais en réalité, ils sont des glaucomes. Juste pour vous donner une idée. Oui, merci. Alors, il faudrait répartir déjà, qu'est-ce que c'est la définition du glaucome? La définition du glaucome, c'est une neuropathie. C'est une neuropathie caractérisée par dégâts de nerfs optiques, les fibres nerveuses, en absence d'autres maladies oculaires. Mais si vous lisez attentivement, jamais la Société européenne du glaucome mentionne dans la définition de glaucome la présence de la pression intraoculaire. Et malgré tout, malgré ça, je pense que plusieurs d'entre nous, ils sont encore convaincus que le glaucome, c'est la maladie de la tension oculaire. Non, pas du tout. La tension oculaire, c'est juste le facteur de risque principal, et en plus, c'est le seul sur lequel nous pouvons influer, qu'on peut modifier. Juste quelques données épidémiologiques. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus ou moins 76 millions de personnes qui souffrent de glaucome dans le monde. Et je pense que nos amis des labos, ils seront très contents d'écouter, d'entendre que dans 20 ans, ce nombre va grimper jusqu'à 112 millions. C'est un marché énorme, hein, mes chers amis. Par contre, petite note un peu douloureuse, seulement les 50% des personnes atteintes de glaucome aujourd'hui sont diagnostiquées. Donc ça veut dire que notre manière de diagnostiquer le glaucome est encore déficitaire, pénible. Encore pire, c'est que entre tous les patients qui sont diagnostiqués comme être atteints de glaucome, seulement les 50% ils ont vraiment un glaucome. Donc il existe des cadres qui apparaissent comme glaucome, qui sont classés comme glaucome, mais ils ne sont pas des glaucomes. Les raisons pour des faux diagnostics sont très fréquentes, sont plusieurs. Jean-Paul, l'année passée, nous avait fait une excellente présentation sur l'utilisation de l'OCT et le red flag syndrome. Moi, j'ai pensé pourquoi pas parler d'une forme de glaucome où la tension oculaire n'a rien à voir, c'est low tension glaucome, le glaucome à tension normale, que c'est une situation très difficile à diagnostiquer. D'abord, voilà. C'est vrai que c'est pénible, qu'il n'avance pas les... Qu'est-ce que c'est un glaucome sans hypertension? C'est un glaucome caractérisé, selon la Société européenne de glaucome, de toutes ces caractéristiques. Donc, il se manifeste après 35 ans d'âge, la tension oculaire toujours plus bas que 22 mm de mercure, le disque optique a le même aspect d'un glaucome, l'angle ouvert, il y a une histoire négative d'autres maladies oculaires, et le champ visuel présente des défauts près du point de fixation. Oh là là. D'abord, il y a plusieurs glaucomes sans hypertension qui, en réalité, ils présentent des poussées d'hypertension oculaire. Parce que nous savons que dans les 24 heures, il y a des hauts, des bas. Dans les premières heures du matin, on a toujours une physiologique poussée de la tension oculaire. Il y avait des devices pour mesurer la tension intraoculaire avec des lentilles de contact. C'était le trigger fish, non? Je crois, ça s'appelait comme ça. Après, il n'était pas à la mode, pas trop pratique. Donc, il y a aussi autre facteur de confusion pour le glaucome sans hypertension. On sait que l'épaisseur de la cornée peut induire des fausses diagnostics et quelqu'un considérait qu'il était aussi un facteur de risque, même s'il n'y avait pas un accord général sur ce dernier point. Ça, c'était un travail, une étude de Mermou qui avait dit que l'épaisseur de la cornée n'était pas un facteur de risque. Donc, qu'est-ce qu'il passe dans les disques d'un patient atteint de glaucome sans hypertension? Il y a plusieurs caractéristiques. Surtout, il y a, si je trouve le pointeur, voilà, la fréquence des hémorragies parapapillaires très fréquente.
Parce que le glaucome sans hypertension reconnaît aussi une pathogénésis vasculaire. Aujourd'hui, dans les diagnostics, on utilise l'OCT, champ visuel OCT. Je me demande combien d'entre nous, ils sont toujours persévérants dans l'utilisation de l'ophtalmoscope et regardent le fond d'œil plutôt que faire directement l'OCT. Parce que je suis prétentieusement sûr qu'on rate beaucoup d'hémorragie parapapillaire juste parce qu'on ne regarde pas toujours la papille, mais on fait l'OCT directement. Ça, c'est peut-être une petite faute de nos parts. Ah, s'il avançait, comment je serais content. Oui, ça c'est une disque optique. Voilà, ça c'est la rime neurale très fine. Alors, je disais, une autre caractéristique qu'il faut toujours savoir distinguer, c'est entre le pâleur et l'excavation. Parce que s'il y a un pâleur qui est supérieur à l'excavation, ce n'est pas à considérer comme un patient atteint de glaucome. Par contre, si l'excavation est supérieure au pâleur, alors là, on est en présence d'une patiente atteinte de glaucome. Ça, c'est dans le cas, évidemment, d'une absence d'hypertension oculaire. Les hémorragies présentent aussi des caractéristiques péculières. Ils sont fréquentes, de 3 à 5 fois plus fréquentes dans les tensions, dans les glaucomes sans hypertension. Et on ne connaît pas pourquoi ils se manifestent. On présume qu'il y a des facteurs de ischémie locale ou des mécanismes avec l'interaction des capillaires de la lamina cribrosa. Sont très intéressantes les études de Jost Jonas avec son groupe d'études de Pékin où il étudiait la tension, la pression du liquide cérébrospinal et il a hypothésé qu'il pouvait être un facteur déterminant dans la pathogénésis. En fait, il parlait de translamina cribrosa pressure difference. Donc c'était un problème pas strictement lié à la tension intraoculaire, mais plutôt à la tension du liquide cérébrospinal qui provoque une différence de pression telle comme on peut retrouver dans les glaucomes hypertensionnels. Et en plus la fragilité des vaisseaux. Donc là sont des hémorragies, soit j'avance, soit je vous les montre. Là c'est difficile de gérer avec ça. On avance s'il vous plaît. Voilà, encore des hémorragies du disque. On avance encore, s'il vous plaît, encore. Mais il y a les hémorragies qui, 6 mois après, ils disparaissent. Donc, si là, on avait une hémorragie, 6 mois après, on ne la voit plus. On avance encore, s'il vous plaît. Donc, je disais les hémorragies. Voilà, ils sont toujours un facteur indicatif qu'il y a une progression de la maladie. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser quand même la tension cible. Il faut réduire la tension, même dans une glaucome sans hypertension. Après, il y a autre caractéristique, bien sûr, de la tête de nerf optique qu'il faut observer. L'atrophie péripapillaire, alpha et bêta, voilà, on avance encore que dans 2 types de scotoma dans le champ visuel différent. On peut déjà reconnaître un scotoma absolu, un scotoma relatif, selon 2 types d'atrophie. Drans, déjà 40 ans ou 50 ans en arrière, avait décrit 2 types de glaucome sans hypertension différentes. Il parlait d'une non progressive qui était associée à une ischémie aiguë, et progressive qui était liée à un déficit vasculaire chronique de la tête du nerf optique. Sont plusieurs les altérations, les anomalies vasculaires dans les glaucomes sans hypertension. L'année prochaine, il faudra avoir un nouveau, parce que là, c'est pénible vraiment. Moi, je dis toujours que le diagnostic d'un glaucome sans hypertension, c'est un diagnostic par exclusion. Parce que si dans les glaucomes hypertensionnels, on doit rechercher qu'est-ce que c'est présente, pour arriver au diagnostic d'un glaucome sans hypertension, on doit
exclure des autres situations pathologiques, des autres maladies que peuvent confondre le cadre clinique de nos patients. Donc c'est un diagnostic d'exclusion. Je vous montre juste un cas. Ça, c'est un monsieur, un homme de 55 ans, avec des problèmes de tension artérielle sous traitement. Il est cardiopathique, il a eu un remplacement de la valvule mitrale. Il y a une histoire positive pour glaucome. Il vient à la visite juste parce qu'il dit « Moi, je ne vois pas trop bien quand je conduis la voiture. » Alors, l'acuité visuelle est 10 sur 10, il a juste un peu de sclérose du cristallin. La tension oculaire parfaite. L'épaisseur de la cornée, normale, standard. Oh, pardon. L'examen du fond d'œil nous montre qu'il y a une excavation asymétrique entre les deux yeux. Donc déjà, ça c'est un premier indice qui devrait nous orienter vers une certaine direction. On fait un champ visuel. Et là, à sorte que l'œil droit présente un début de saut nasal avec cette scotome relative, un petit scotome relatif aussi supérieur-inférieur, et l'œil gauche présente tout un scotome très profond, relatif de toute la zone péri-parapapillaire, avec des scotomes relatifs présents aussi dans l'hémi-champ supérieur et inférieur. Si vous deviez déjà décider et donner une sorte de petite sentence sur l'aspect du champ visuel, qu'est-ce que direz-vous? C'est un glaucome à bas tension? Si, non, et si, oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? C'est difficile. Donc, ça sont des patientes typiques dans lesquelles, si on avance avec la diapo, s'il vous plaît, c'est nécessaire de faire une résonance au contraste, une résonance magnétique. Parce que là, ce sont des cas où la résonance, un scanner, il peut nous démontrer la vraie origine de ce défaut du champ visuel. Alors, on va regarder encore une fois le champ visuel. Regardez, qu'est-ce qu'il passe si je fais, voilà, comme ça. Ça, c'est un cas d'hémianopsie homonyme gauche. Donc, ça fit, comment dire, ça va parfaitement d'accord avec la résonance et ça va parfaitement d'accord avec l'aspect du champ visuel. Donc, ce n'était pas un glaucome sans hypertension, c'était juste un monsieur qui avait un problème occipital, ischémique, postérieur. On avance encore, s'il vous plaît. Voilà, defect homonymus left. Normalement, dans les glaucomes sans hypertension, le champ visuel présente des problèmes de scotome typiques. C'est très proche de la fixation, c'est plus fréquent dans l'hémiphile supérieur, c'est très profond avec des bords très ripides, c'est localisé, c'est plus fréquent dans l'œil gauche. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas. Et c'est plus fréquent dans les femmes que dans les hommes. Il y a normalement une progression très lente. Par contre, c'est très insidieux parce qu'il progresse vers le point de fixation. Donc, quand il progresse, c'est déjà trop tard et on arrive toujours en retard pour faire quelque chose. Dans quel cas faire des résonances ou faire des scanners? Dans ce cas-là, les indications générales ou les indications oculaires sont reproduites dans la diapositive. J'essaie d'avancer un peu plus rapide s'il est. Mais si nous arrivions à un diagnostic de glaucome sans hypertension, qu'est-ce qu'on ferait? On le traite? On ne le traite pas. Parce que le seul facteur qu'on peut modifier, c'est la tension oculaire, qui déjà, il ne se présente pas élevée. Eh bien, il y a des études, c'est le Collaborative Normal Tension Glaucoma Study, qu'il s'est proposé de voir, de vérifier si une 30% de réduction de la tension oculaire, il pouvait arrêter ou modifier la progression du champ visuel, de la neuropathie dans les patientes avec un glaucome sans hypertension. Eh bien, il s'était prouvé que
Voilà. Si on baisse la tension de 30% dans le valeur de base, on peut avoir un ralentissement de l'évolution de la neuropathie et donc une meilleure conservation du champ visuel. Malgré tout, il y a 40%, ce n'est pas négligeable, de patients qui ne sont pas traités et qui après 7 ans, ils gardent encore un bon champ visuel. Donc, c'est à discuter s'il faut baisser et dans quelle mesure et combien la tension oculaire dans ce type de glaucome. Plusieurs thérapies étaient proposées, par exemple l'administration du calcium antagoniste pour voie orale. J'ai souvenir quand j'ai travaillé avec Flammer, il donnait toujours la nifedipine et il faisait la capillaroscopie du lion Gall juste pour détecter un syndrome vasospastique très fréquent dans ce type de patientes. Alors, autre chose, juste à vous rappeler, il y a une étude sur le Low Tension Glaucoma Treatment Study qui avait démontré que la brimonidine maintenait plus longtemps le champ visuel par rapport à des patients qui étaient soumis à un traitement avec bêta-bloquante. Et dans ce cas-là, c'est intéressant qu'il faut 24 mois, donc 2 ans de traitement pour voir si vraiment il y a une différence entre un traitement vers l'autre. C'est beaucoup, hein, attendre 2 ans. On avance encore. Il y a un flowchart qui a été publié en 2013 sur quoi faire, comment se comporter en présence de ce type de glaucome. C'est très intéressant parce qu'il vous donne des indications de conduite thérapeutique que je considère très intéressantes. J'arrive à ma conclusion, s'il vous plaît. Ne considérez pas le glaucome comme la maladie de la tension oculaire. Il y a tellement de cas différents l'un des autres qu'ils nous piègent et aujourd'hui je passe la plupart de mon temps à arrêter des traitements inutiles pour de fausses diagnostics, pour de fausses glaucomes plutôt que pour de vrais glaucomes. Donc s'il vous plaît, le seul message que j'aimerais vous garder c'est de le glaucome ce n'est pas la maladie de la tension oculaire. Merci beaucoup. Merci. Merci Renato. Merci pour cette très belle mise au point. Moi, j'aurais une question. Je sais pas, il y a une question dans la salle. On va commencer. Oui, bonjour. Je voulais savoir, dans un GPN, les bêta-bloquants, est-ce que vous les évitez ou est-ce que vous les mettez quand même? Dans une neuropathie progressive, dans un glaucome donc à pression normale. Un glaucome à pression normale, oui, personnellement, je préfère éviter les bêta-bloquantes. Si je décide de baisser la tension, j'utilise des prostaglandines. C'est toujours d'actualité, ça, d'éviter les bêta-bloquantes. Vous me demandez ma conduite, je pense oui. Je ne suis pas au courant si c'est d'actualité ou pas, ou si je suis dépassé. Il vaut mieux. Bonjour. Une question, que faites-vous dans les hypertensions oculaires simples? Alors, il faut voir déjà l'anatomie de l'œil, parce que si c'est une hypertension, il y a un angle ouvert ou qu'il peut se fermer, alors la conduite est différente, parce qu'une hypertension simple avec un angle ouvert, je surveille, j'attends. Il faut voir après, hypertension. Si vous me parlez de 30 mm, c'est une autre question. Mais 30 mm, je le traite pour une question statistique. Alors, je me fie. Avec un OCT normal, fibre normale, champ visuel normal. Par contre, si je trouve la valeur de 25-26 avec un angle que peut se fermer, alors je préfère faire une iridotomie à titre cautelatif, préventif. Merci. Dans un glaucome à pression normale, est-ce qu'il ne faut pas rechercher une apnée du sommeil? Oui, absolument oui. Je ne sais pas si je suis passé trop rapide, mais c'était mentionné l'apnée du sommeil, oui. Et une IRM? Une IRM, oui, dans certains cas. Il y avait une diapositive qui disait il y a certaines conditions en santé générale de lesquelles il faut déjà s'adresser. Il y a certaines situations oculaires dans lesquelles il est préférable de faire un IRM avant de se lancer dans ce diagnostic. On va faire la pause maintenant. Merci à tous de...
votre présence et merci. Thank you very much. Juste une petite remarque sur le GPN et l'hypertonie oculaire. Et Renato a très bien démontré. Faites des rétinophotos des papilles. Parce qu'on ne voit pas les hémorragies. Quand on regarde la tête du nerf optique à la Volk au fond d'œil, on ne voit pas les hémorragies. C'est facile de faire une rétinophoto de papille. On a tous un Optos, un Clarus ou un Compass qui permet l'examen du fond d'œil. Et on a un cliché par an. Et moi, cette semaine, il y a encore 2 hémorragies que je n'avais pas vues qui sont sorties au cours du circuit. Et c'est un signe de progression, comme l'a souligné Renato. C'est vrai que l'IRM, je pense qu'il faut qu'elle soit systématique. Il ne faut pas hésiter. L'IRM, ça coûte pas cher et quand on voit des passes, enfin, ça coûte pas cher. Ça a un coût, mais il ne faut pas hésiter à demander une IRM. Moi, j'ai vu plusieurs patients qui se sont retrouvés avec des déficits verticaux et avec des méningiomes évolués et traités. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci pour ces superbes présentations. Thank you, Roberto. Bon, donc la pause. Et on reprend à quelle heure? Dans une demi-heure? Dans 20 minutes, reprise dans 20 minutes. Et merci à tous pour votre présence.